Bienvenue sur le podcast des Montessori 7, Montessori à la maison. Je suis Anne-Laure Schneider, formatrice Montessori et maman de 5 enfants instruits en famille. Ma mission, c'est d'aider les parents, les assistantes maternelles, bref, tous ceux que dans notre communauté nous appelons des souricettes, à mettre en pratique la philosophie Montessori chez eux, avec leurs enfants ou les enfants qu'ils gardent. Dans ce podcast, nous parlerons donc de pédagogie Montessori, mais aussi de discipline positive, d'instruction en famille, ce que l'on appelle aussi l'école à la maison, de co-schooling et de bien d'autres choses encore. Chers souricettes, je vous retrouve aujourd'hui pendant l'un de mes moments préférés. On est juste après le déjeuner. Les enfants sont en temps calme, j'ai ma tasse de thé avec moi et je profite un peu du calme et du silence pendant que notre petit dernier fait la sieste. Alors je ne sais pas vous, mais j'aime énormément cette pause dans la journée. C'est le moment où généralement j'en profite pour me ressourcer. Et là, aujourd'hui, j'avais envie de passer un petit moment avec vous. Comme vous le savez peut-être, surtout si vous faites partie de mes stagiaires, l'une de nos filles, Aliénor, qui n'avait pas tout à fait 3 ans, a dû être hospitalisée cet été pour une paralysie faciale. Elle avait la moitié du visage paralysé, pas de façon totale, mais de façon assez importante quand même. Ça a été évidemment un moment difficile pour toute la famille, donc j'ai passé toute la semaine avec elle à l'hôpital pendant que mon mari gardait nos 4 autres enfants. Et puis, avec tout ce que ça implique, parce que j'allaite encore notre petit dernier, et donc il a fallu compter sur les réserves du congélateur pendant que je tirais mon lait à l'hôpital. Et ça a été l'occasion pour nous de faire le bilan et de nous rappeler toutes les autres fois où nous avons dû aller à l'hôpital. Eh bien, nous les avons comptées et nous avons eu 8 visites à l'hôpital ou aux urgences dentaires, qui sont un autre service. 8 visites. Alors, ça peut peut-être vous paraître beaucoup, mais bon, rappelez-vous que nous avons 5 enfants. Et je vais vous dire les différentes raisons pour lesquelles nous sommes allés à l'hôpital. 2 fois pour une dent cassée. Des choses très bêtes, par exemple. L'une des fois, c'est que notre toute jeune fille, là, qui avait 2 ans, était debout sur un fauteuil type fauteuil club, et son pied a glissé. Et elle s'est cognée la dent sur le bord du fauteuil club. Une autre fois, nous y sommes allés pour un crâne entrouvert. Alors je sais qu'en disant ça paraît terrifiant. Bon, il n'y avait pas, le crâne lui-même n'était pas touché, hein, c'était la peau du crâne derrière la tête qui était ouverte. Une plaie, si vous voulez, à la tête. Et ça saigne énormément. C'est très impressionnant, même si en l'occurrence ça n'était pas grave du tout. Il a juste fallu 2 points, mais voilà, un accident très bête. Nous n'étions pas chez nous. Notre fils, qui était tout petit, il avait 2 ans, je pense aussi, descendait des escaliers, il a glissé, il est tombé sur les fesses, mais il y avait une espèce de barre métallique qui sortait du mur. Et il s'est cogné la tête donc sur cette barre métallique. Une autre fois, nous y sommes allés pour 2 points de suture au menton. La plus grande de nos filles qui est sortie de la piscine gonflable sur un sol en dallage et qui a couru, malgré nos avertissements, jusqu'à la maison, qui a évidemment glissé et est tombée sur le menton. Une fois pour une grippe chez un nourrisson à 7 jours, ce qui peut être très grave, évidemment, hein, ce qui n'est pas comme la grippe chez un adulte. C'est notre 3e qui a eu la grippe comme ça à 7 jours. Une fois parce que la plus grande de nos filles est tombée sur un Playmobil. Elle est bêtement tombée sur une chaise Playmobil dont l'un des pieds s'est enfoncé dans son genou. Alors ça n'était absolument pas grave, en fait ça n'aurait pas dû mériter un trajet aux urgences. Si on avait eu des petites bandes strip, ça aurait été largement suffisant. Mais bon, c'était le soir et le 15 ne pouvait pas évidemment nous dire à distance si ça méritait ou non un trajet à l'hôpital. Une autre fois pour notre petit dernier qui avait de grosses difficultés de succion pour l'allaitement. Et en fait, il s'avérait plus tard qu'il avait un problème de frein de langue trop court. Et enfin, la paralysie faciale de notre fille. Vous voyez donc la diversité des motifs qui nous ont conduits à l'hôpital. Parfois des accidents bêtes. Et on a beau prendre des précautions, faire attention, un accident, ça arrive, c'est le principe même d'un accident. Des maladies aussi. La grippe, par exemple, chez un tout petit. Ou pour notre fille, où en l'occurrence, il s'est avéré que la paralysie était due à la maladie de Lyme. Et là aussi, même si nous prenons pourtant d'énormes précautions, eh bien nous sortons en forêt au moins tous les week-ends. Et donc nos enfants se font de temps en temps mordre par des tiques, nous aussi. Et même si nous retirons systématiquement toutes les tiques dans les quelques heures qui suivent la promenade,
Voilà. Apparemment, ça n'a pas été assez pour notre fille. Au-delà de tout ça, j'essaie de voir le côté positif des choses. Tous ces moments ont été pénibles, difficiles à vivre aussi bien pour nos enfants que pour nous. Malgré tout, je pense qu'ils me permettent aujourd'hui de pouvoir partager avec vous notre expérience et peut-être vous donner quelques conseils ou recommandations si jamais vous allez à l'hôpital avec votre enfant. Parce qu'on ne peut pas le prévoir. Donc, ou bien vous n'avez jamais eu à emmener vos enfants à l'hôpital. Tant mieux, quelle joie, quelle chance. Je m'en réjouis pour vous. Et bien sûr, je ne vous le souhaite pas, mais malheureusement, il est tout à fait possible qu'un jour, ça vous arrive aussi. Ou bien vous avez déjà emmené votre enfant à l'hôpital et l'expérience a été plus ou moins bonne. Dans tous les cas, je vous propose aujourd'hui 8 conseils pour vous aider à vivre ce moment aussi sereinement que possible, même si bien évidemment, ça n'est jamais totalement serein. Quel est notre objectif, au fond, en emmenant notre enfant à l'hôpital? Eh bien, qu'il ressorte de l'hôpital, évidemment, en bonne santé et sans être traumatisé. Parce que cela pourrait être dangereux sur le long terme. Certains enfants font une phobie de la blouse blanche et du coup ont beaucoup plus de mal à se laisser soigner une deuxième fois s'ils doivent retourner à l'hôpital. Donc notre objectif, et puis de toute façon, notre objectif est de ne pas leur faire vivre une expérience traumatisante au départ. Il faut donc faire en sorte de permettre le travail des professionnels de santé tout en préservant notre enfant. Et c'est un travail d'équilibriste parfois, je ne vous le cache pas. Premier conseil, si vous devez aller aux urgences, n'oubliez pas le côté pratique. On sait quand on arrive, on ne sait pas quand on repart des urgences, parfois au bout de 3/4 d'heure, parfois au bout de 5 heures. J'ai connu les deux. Et autant donc prévoir le pire et anticiper. Je vous conseille de préparer de quoi manger. Peut-être des biscuits, des sandwichs, des bananes, quelque chose qui se conserve, qui puisse se manger facilement ou bien pour une collation ou bien pour un vrai repas si vous restez coincé là-bas. De prendre à boire, évidemment, de l'eau, une bouteille, une gourde. De prendre aussi de quoi s'occuper. Un doudou pour les plus petits ou une peluche, peut-être des petits jouets pour bébé. Pour les plus grands, les Smart Games sont une excellente option. Ce sont des jeux auxquels on peut jouer tout seul et ils ont des versions jeux de voyage. Les Smart Games, je vous les recommande vraiment chaudement. On en a un certain nombre à la maison justement pour les voyages, mais ils sont excellents aussi pour l'hôpital. Des livres, éventuellement une tablette ou un téléphone avec un film. À ce moment-là, je vous conseille vraiment de garder la tablette ou le téléphone pour les cas où le temps d'attente se prolonge et de laisser justement votre enfant explorer au maximum les jouets ou les livres concrets que vous aurez apportés et de réserver le film ou le dessin animé pour plus tard, au moment où vraiment ils en auront marre de jouer. Ce sera la meilleure façon d'optimiser vos ressources pour ce temps d'attente. Pendant que vous attendez aux urgences, vous pouvez chanter des petites chansons, surtout avec les plus petits, raconter des histoires, faire des jeux de doigts, comme le combat de pouces ou le shifumi. Généralement, les enfants ont pas mal d'idées. Et plus vous pouvez jouer avec eux dans la salle d'attente, passer un moment de douceur, par exemple leur raconter une histoire alors qu'ils sont blottis contre vous, plus l'attente leur paraîtra, je ne dirais pas agréable, mais supportable, et moins ils seront inquiets pour la suite. Deuxième aspect important, nos propres émotions. Vous en êtes probablement consciente, notre enfant ressent nos émotions. Nos enfants sont des éponges, ils absorbent absolument tout. C'est pourquoi, même si c'est dur, et je le sais, puisque j'étais à cette place-là il y a encore très peu de temps, il faut malgré tout essayer de prendre sur nous. Nous distraire avec un bon livre ou de la musique, par exemple, jouer avec notre enfant, et essayer de changer notre perspective sur ce moment difficile en voyant ça comme un moment de complicité unique. Certains parents sont de nature plutôt anxieuse, d'autres
arrivent plus facilement, naturellement à prendre sur eux tant qu'il y a une crise, mais risquent de lâcher après coup. Et donc, n'oubliez pas que lorsque vous prenez sur vous, au niveau de vos émotions, vous vous faites du mal, en quelque sorte. Exactement comme quand on fait un effort physique, vous faites un effort mental important, un effort émotionnel important. Et de même qu'une course, quand vous allez courir ou que vous faites du sport, ça n'est pas mauvais en soi pour vous. Mais si vous ne prenez pas le temps de récupérer derrière, de vous reposer, si vous êtes en effort physique constant toute la journée pendant une semaine, votre corps va lâcher. Eh bien, c'est pareil pour les émotions et votre mental. Si vous prenez sur vous non-stop pendant une semaine, votre mental va lâcher à un moment ou à un autre. Et c'est là où intervient mon troisième conseil si jamais le séjour se prolonge un petit peu, si vous devez rester à l'hôpital. Prenez soin de vous aussi. Trouvez des moyens de vous régénérer au niveau émotionnel. Parce que vous aurez beaucoup donné à votre enfant. Vous aurez beaucoup pris sur vous pour être apaisée, rassurante, calme, pour que votre enfant lui-même soit apaisé, rassuré et calme. Et donc trouver des moments où vous allez pouvoir discuter de vos émotions, où vous allez pouvoir verbaliser. C'est surtout un processus important chez les femmes. Les femmes ont davantage tendance à verbaliser, à traiter leurs émotions en les verbalisant. Les hommes auront davantage tendance à agir pour gérer leurs émotions. Quelques idées en vrac pour prendre soin de vous si vous devez rester à l'hôpital avec votre enfant. Peut-être que vous pouvez appeler des amis, vous cocooner un petit peu dès que vous avez une pause, prendre soin de vous. Généralement, les enfants s'endorment plus tôt que nous le soir. Est-ce que vous pouvez, par exemple, je ne sais pas, vous faire un petit massage du visage? Est-ce que vous pouvez prendre un bon livre pour vous? Est-ce que vous avez prévu une boisson chaude ou, il y a des distributeurs dans les hôpitaux, ou un aliment qui vous plaît particulièrement et qui peut être un réconfort? Est-ce que vous pouvez porter des vêtements qui soient réconfortants aussi pour vous? Est-ce qu'il y a une activité manuelle que vous aimez bien? Si vous aimez tricoter, prenez votre tricot. N'importe quoi qui puisse vous détendre, ce sera important. J'ai essayé de continuer à travailler en étant à l'hôpital. Je vous avoue que c'était impossible. Impossible parce que mentalement, je n'étais plus disponible pour ça. Donc acceptez de prendre du recul. De toute façon, si vous essayez de travailler à l'hôpital, vous ne serez pas efficace. Donc ne culpabilisez surtout pas si vous travaillez. De prendre pleinement cette pause, de regarder une série débile, si vous le voulez, de vider votre cerveau. Videz totalement votre cerveau. Mais n'essayez pas seulement de vous anesthésier, quand je parle de séries débiles par exemple. C'est utile. Pendant une courte période de temps, ça peut vous aider à tenir le coup pendant une semaine. Mais il va bien falloir qu'à un moment ou à un autre, vous traitiez ces émotions. Sur lesquels vous mettez peut-être un mouchoir au fond de votre poche. Il va bien falloir à un moment donné que vous verbalisiez ou que vous trouviez du réconfort. Essayez de faire appel à votre réseau d'aide. Et je ne parle pas seulement d'aide matérielle, aide pour garder les enfants qui restent à la maison, aide pour faire des repas peut-être. Non, je parle d'une aide aussi mentale et émotionnelle. Appelez vos amis. Ils sont là pour ça. Si ce sont de vrais amis, ils seront très heureux que vous les appeliez et très heureux de vous aider. 4e conseil. Quoi emporter si le séjour se prolonge? Alors, des choses qui vont vous paraître évidentes, mais autant les rappeler. Un nécessaire de toilette, des vêtements, éventuellement quelque chose à manger que votre enfant va aimer particulièrement. Alors, bien sûr, sauf s'il a une contre-indication médicale. Parfois, notre enfant doit rester à jeun, parfois son régime alimentaire doit être surveillé. N'hésitez pas à en parler au personnel soignant. Prévenez-les de ce que vous donnez à manger à votre enfant. Si vous lui préparez un goûter, si vous lui prévoyez un goûter qui soit le même qu'à la maison, par exemple, ça peut le réconforter. Il faut simplement s'assurer que ça n'est pas contre-indiqué. Et ce qui est, à mon avis, le plus polyvalent pour l'hôpital, c'est d'emporter des jeux libres. Des petits cubes ou des cas plats, des jeux de type Grims, peut-être comme l'arc-en-ciel de Grims, ou des petits bonhommes de couleur,
des poupées russes qui peuvent aussi servir de personnages, de quoi dessiner. Le jeu libre, l'enfant pourra l'utiliser de multiples façons. Et du coup, il ne sera jamais démuni. Il ne s'ennuiera pas. Généralement, les hôpitaux, dans les services pour enfants, ont des jeux. Mais il faut savoir qu'avec la Covid-19, malheureusement, les jouets ne sont pas toujours accessibles et en accès libre. Il peut y avoir des questions de désinfection qui sont compliquées. Bref, prévoyez-vous quelques jeux pour votre enfant. Peut-être un nouveau magazine aussi, avec des autocollants, ou alors avec des jeux pour les plus grands. Un nouveau magazine, ça plaît souvent aux enfants qui sont à l'hôpital. Ça leur permet de se dire, bon d'accord, je suis à l'hôpital, je ne vais pas bien, mais j'ai quand même quelque chose pour compenser. Et puis, si possible, quelque chose qui les fasse se sentir comme à la maison. Pour Aliénor, nous avions emporté sa peau de mouton. Alors, ce n'est pas une vraie peau de mouton, c'est une fausse peau en forme de mouton, qui est incroyablement douce. C'est un cadeau de son parrain, et elle adore cette peau de mouton. Et habituellement, elle dort dessus. C'est-à-dire qu'on met cette peau de mouton sur l'oreiller. Elle peut aussi, en fait, elle pourrait servir de descente de lit, mais c'est comme ça qu'elle l'a adoptée. On la pose sur son oreiller et elle dort, la tête posée sur sa peau de mouton. Eh bien, j'ai emporté la peau de mouton à l'hôpital et on faisait la même chose. On mettait la peau de mouton sur son oreiller pour qu'elle s'endorme dessus. Donc, s'il y a quelque chose, comme une petite couverture, ou des chaussons tout doux, ou une petite lampe, enfin quelque chose qui permette à votre enfant de se sentir un peu comme à la maison, ça peut aider, en particulier pour l'endormissement le soir. Et comme je le disais, n'oubliez pas de penser à vous aussi, sur ce que vous allez emporter. Pensez à emporter de quoi occuper vos soirées. Sans avoir trop de prétentions intellectuelles, quand vous êtes à l'hôpital à vous inquiéter toute la journée, il vous faut des choses assez basiques, concrètement, et des choses agréables. Voilà, si vous aimez regarder des films, par exemple, ce n'est peut-être pas le moment de regarder la liste de Schindler, mais n'importe quelle série amusante, n'importe quelle comédie, prenez une comédie romantique, prenez un bon film d'action, prenez quelque chose qui vous vide la tête. 5e conseil, si l'on veut, qui est aussi une remarque, et en parlant avec mon amie, elle a eu le même ressenti, c'est que j'ai vraiment le sentiment qu'il y a une différence profonde de génération chez les médecins. J'ai remarqué que les médecins plus âgés étaient moins sensibilisés au bien-être de l'enfant et faisaient moins attention à ne pas brusquer, forcer ou risquer de traumatiser un enfant. Je les comprends aussi, c'est leur travail, ils ont un rythme assez rapide, ils ont beaucoup de patients à voir. S'ils ont besoin d'examiner la bouche d'un enfant, il faut bien qu'il ouvre la bouche. S'il ne veut pas ouvrir la bouche, on va l'ouvrir de force. C'est un raisonnement un peu simpliste, que je comprends malgré tout. Mais en refusant de passer un peu plus de temps avec les enfants, pour moins les brusquer, je pense qu'il se complique les choses sur le long terme. Parce qu'alors les enfants n'ont jamais l'occasion de se rassurer et de se montrer coopératifs. Et je remarque en revanche, que chez les jeunes médecins ou les internes, souvent, j'imagine que c'est parce que leur programme d'études a été un peu modifié ou alors simplement parce que la culture médicale commence à changer. Mais je remarque que souvent chez ces jeunes médecins, on prend davantage de temps pour laisser l'enfant se mettre à coopérer. Et qu'on essaie de trouver des petites astuces ou des petits gestes qui peuvent rassurer l'enfant pour qu'il soit coopératif. Alors comme vous ne pouvez pas savoir à l'avance sur qui vous allez tomber, et même si, honnêtement, 80-90% du personnel soignant qu'on a rencontré était formidable, et les 10 ou 20% qui restaient n'étaient pas mauvais ni méchants, simplement un petit peu plus brusques, mais rien de dramatique. Et en particulier les infirmières, les aides-soignantes, les auxiliaires de puériculture, généralement sont formidables. Voilà. J'en pas au féminin parce que nous n'avons croisé que des femmes infirmières, etc. Lors de notre dernier séjour à l'hôpital. Mais évidemment, il y a aussi des hommes.
Comme vous ne pouvez pas savoir malgré tout à quel point la personne qui va venir examiner votre enfant sera ou non douce et bienveillante, essayez d'anticiper au maximum. Et vous-même, expliquez en amont à votre enfant comment ça va se passer. Alors ça implique de se renseigner, évidemment. Par exemple, Aliénor a dû passer une IRM. Et je vous avoue que, je sais vaguement ce qu'est une IRM, mais j'en ai jamais passé moi-même et je n'avais pas plus de détails que ça. Donc, je suis allée sur mon ami Google et j'ai cherché comment expliquer ça à ma fille, avec des mots simples, très tranquillement, pour qu'elle soit rassurée autant que possible et puis qu'elle ne bouge pas. Parce que dans une IRM, évidemment, le principe c'est que le patient ne doit pas bouger du tout pour qu'on puisse prendre des clichés les plus nets possibles. Donc si on a la coopération de l'enfant, c'est beaucoup plus facile. J'ai trouvé une petite vidéo pour les enfants qui expliquait ce que c'était. Il existe d'ailleurs une application, donc si vous cherchez sur sur le Google Play Store, sur l'Apple Store, peu importe, IRM, vous allez tomber sur il y a au moins une application qui permet de montrer à l'enfant comment ça va se passer et de le rassurer. C'est fait spécialement pour les enfants. Parce qu'une IRM, c'est impressionnant, ça fait du bruit, ça fait des grands clac, clac, clac. Et puis on est dans cette espèce de grand cylindre. Certains enfants peuvent devenir un peu claustrophobes. Bon. Là, comme elle était toute petite, elle était enveloppée, un peu comme un linge. En fait, elle était comme une momie, enveloppée sur un matelas glissant, un sommier glissant qu'on faisait glisser dans l'IRM. C'est un peu difficile à décrire, mais on faisait tout ce qu'il fallait pour qu'elle ne bouge pas. Et j'ai pu tenir sa main jusqu'au bout. Et donc je lui ai dit que je ne la lâcherais pas. Et je suis restée à côté d'elle, à lui tenir la main, la jambe en alternance, tout au long de l'IRM. Alors c'était un peu long, je vous avoue, parce que moi j'étais totalement courbée dans une position un peu inconfortable pour lui donner la main, mais ça l'a rassurée. Donc si vous pouvez anticiper et expliquer en amont, c'est l'idéal. Si vous ne pouvez pas, essayez d'expliquer juste avant les gestes, pendant les gestes, ou de demander au médecin d'expliquer à votre enfant, si vous-même vous ne savez pas ce qu'il va lui faire. Et une autre possibilité qui fonctionne très bien, ça peut être de montrer sur le doudou ou sur le papa ou la maman les gestes que le médecin va faire. Souvent, les médecins font ça, par exemple, pour mettre l'otoscope dans les oreilles du doudou, pour pouvoir ensuite le mettre dans les oreilles de l'enfant, et il voit que ça ne fait rien. Par exemple, si vous avez s'il teste les réflexes de votre enfant avec le petit marteau sur le genou, vous pouvez il peut montrer sur vous ce que ça donne. Comme ça, vous montrez aussi que ça n'est pas grave, que ça ne pose pas de problème. C'est aussi quelque chose que j'essaie d'anticiper dans notre vie quotidienne. Par exemple, lorsque moi-même j'ai besoin d'une prise de sang. Avec les grossesses, j'ai donc fait un certain nombre de prises de sang. Et régulièrement, j'emmenais mes enfants avec moi. Et j'en emmenais souvent un jusque dans la salle de prélèvement, simplement pour qu'ils puissent voir ce que c'était qu'une prise de sang. Et alors, moi, je suis très tranquille vis-à-vis des prises de sang. Je n'ai pas peur des aiguilles, donc c'est une chance. J'en suis bien consciente. Mais du coup, ça me permettait de leur montrer que ça n'était pas grave du tout, que ça ne me faisait pas mal, et que je le vivais très bien. Et du coup, je pense que ça les rassure aussi, lorsque eux-mêmes doivent subir des gestes médicaux, de savoir que leur maman aussi est passée par là, et que ça se passe très bien. 6e conseil. Pour empêcher votre bébé ou votre enfant de bouger lors de certains gestes ou de certains soins. Il y a 2 ou 3 petites choses qui fonctionnent bien. Pour les bébés, l'idéal, c'est si vous allaitez, parce que vous pouvez mettre votre bébé au sein. Et là, généralement, vous êtes tranquille. C'est ce qu'on fait systématiquement chez nous pour les vaccins. Je mets le bébé au sein. 9 fois sur 10, il ne se rend même pas compte qu'il a été piqué. 1 fois sur 10, parce qu'il y a quand même certains vaccins qui brûlent un peu plus la peau, sous la peau. 1 fois sur 10, il s'agite un peu, on sent que ça lui a fait mal. Mais au bout de 15 secondes, en ayant tété, en fait, le geste de succion est un geste profondément apaisant. Et mes enfants retrouvent du coup leur calme très très vite et ils sont très vite rassurés. Donc ça évite de les traumatiser aussi pour les vaccins. S'il y a un geste à faire comme ça sur un bébé, vous pouvez donc le mettre au sein, si vous l'allaitez évidemment. Si vous ne l'allaitez pas ou que votre enfant est un peu plus grand, vous pouvez tenir votre enfant sur les genoux et dans vos bras.
Et ce sera beaucoup plus facile pour le personnel soignant de faire ce qu'il a à faire. Pour l'enfant, c'est beaucoup plus rassurant d'être tenu dans vos bras, évidemment, d'être enveloppé par votre présence, donc si vous le tenez sur les genoux, plutôt que d'être tenu par des gens qu'il ne connaît pas. Surtout que, avouons-le, à l'hôpital, on voit beaucoup de gens défiler. La première après-midi de ma fille, nous avions vu 9 médecins. Attention, hein, pas infirmier, pas aide-soignant, pas auxiliaire de puériculture, non, 9 médecins différents. Tout simplement parce qu'entre les différents services, les urgences, le service lui-même où ma fille allait être hospitalisée, une ORL, etc., eh bien, ça faisait beaucoup de monde et alors vous avez généralement un interne, puis le chef de service ou le médecin en chef, le médecin responsable, qui vient voir l'enfant, et puis vous avez aussi tous les changements d'horaire, c'est-à-dire que un médecin n'est pas là toute la journée, mais vous êtes là toute la journée, donc vous allez voir défiler 2 ou 3 médecins différents qui assurent des gardes différentes. Pour les plus grands, si vous ne pouvez pas forcément les tenir sur les genoux ou dans vos bras, vous pouvez leur chanter une petite chanson qu'ils aiment bien, ou leur raconter une petite histoire pour les distraire. Et souvent, les salles des hôpitaux sont décorées avec des peintures assez plaisantes pour les enfants. Donc n'hésitez pas à attirer leur regard sur tel ou tel élément du décor, à le décrire avec vous, à dire « Oh, tu as vu la petite souris là, elle a grignoté le tuyau et le chat essaie de l'attraper ». Ça a bien marché avec Aliénor pour faire baisser un peu la pression, y compris autour de gestes qui pouvaient être assez intenses. Elle a par exemple une ponction lombaire, ce qui est très douloureux, et puis c'est très impressionnant parce qu'il ne faut absolument pas qu'elle bouge. Donc voilà, on chantait une petite chanson pendant ce temps-là. L'une des infirmières m'aidait à chanter la petite chanson. Donc c'était bien. ça s'est bien passé. 7e conseil, je vous recommande autant que possible de toujours rester avec votre enfant. Toujours, parce que justement, votre présence sera rassurante pour lui, et vous pourrez servir d'intermédiaire entre le personnel soignant et lui, pour vous assurer que tout se passe bien. Bon, malgré ça, on ne peut pas toujours rester à côté de son enfant. Par exemple, j'ai dû rentrer chez nous le premier jour d'hospitalisation, parce que c'est moi qui avais la voiture, et qu'il me fallait des choses en plus pour notre séjour à l'hôpital. Car je n'avais pas anticipé qu'elle resterait hospitalisée pendant une semaine. Et voilà, il me manquait beaucoup de choses. Donc je suis rentrée rapidement, mais à ce moment-là, prévenez votre enfant et prévenez le personnel soignant. Ce que j'ai fait, c'est un choix discutable, c'est de partir le soir, après son endormissement. C'était un risque calculé, c'est-à-dire que normalement, une fois qu'elle dort bien. Elle n'a pas de soucis, elle n'a pas tendance à se réveiller. J'ai attendu qu'elle dorme vraiment profondément. J'ai prévenu le personnel soignant et je suis partie sans la prévenir elle. C'était risqué. C'était risqué parce que si elle se réveillait, elle risquait de s'inquiéter de ne pas me voir. D'un autre côté, j'avais peur en la prévenant avant qu'elle ne s'endorme, qu'elle ne réussisse pas à s'endormir et qu'elle soit anxieuse à l'idée que je ne sois pas forcément là à côté d'elle. Donc c'est un choix que j'ai fait, je ne sais pas si c'est le meilleur choix. À vous de voir, en tout cas, voilà, je vous partage avec vous ces 2 options. Ou bien prévenir l'enfant et le personnel soignant, ou bien partir pendant le sommeil de son enfant si on est à peu près sûr qu'il va rester endormi. On ne peut jamais être totalement sûr, évidemment. Et là, malgré tout, prévenir le personnel soignant de faire particulièrement attention et de venir tout de suite si votre enfant se réveille. Mon dernier conseil, spécialement pour les familles qui pratiquent l'instruction en famille. Attention à ce que vous dites. Autant que possible, je vous encourage à ne pas mentionner l'instruction en famille. Votre enfant va être confronté à beaucoup de personnes différentes. Et vous ne savez pas comment chacune de ces personnes réagit par rapport à l'instruction en famille. Certains trouveront ça très bien, d'autres seront surpris, d'autres seront franchement opposés à votre choix. Et il faut savoir que les médecins, particulièrement, pendant leurs études, apprennent quelque chose que je trouve vraiment dommage, mais
On leur apprend avant tout que tout le monde ment et qu'il ne faut jamais, jamais croire son patient. On leur apprend la suspicion dès le départ. Et si je vous dis tout ça, c'est parce que j'ai une belle-sœur médecin qui me confirme, qui m'a confirmé tout ça. Et surtout, si vous parlez d'instruction en famille, il est possible que le cerveau de ces médecins saute directement de l'instruction en famille à la maltraitance. J'ai déjà senti de la suspicion chez une pédiatre, comme ça, chez qui nous étions allés en emménageant là où nous habitons aujourd'hui. Et qui avait vu sur notre aîné, notre grand-fils, beaucoup de marques sur les jambes, des traces de cicatrices. En fait, nous étions à la fin de l'été, nous étions début septembre, et il avait été énormément, comme il l'est toujours tous les étés, il avait été énormément piqué par les moustiques. Et il réagit de façon assez forte, il ne peut pas s'empêcher de gratter ses plaies, et du coup ça fait des marques qui restent quelques mois avant de disparaître. Et c'est assez impressionnant. Il a des dizaines de marques sur les jambes. Et elle nous avait demandé où il allait à l'école. Donc je lui ai dit, nous faisons l'instruction en famille, nous faisons l'école à la maison. Et j'avais senti tout de suite une grande suspicion. Elle avait commencé à accumuler les questions. Mais comment est-ce qu'il est sociabilisé? Et on sentait qu'elle s'était refroidie tout d'un coup. Et j'ai vu son regard en examinant les jambes de mon fils. Et le ton sur lequel elle m'a dit, qu'est-ce que c'est que ça? Et je me trompe peut-être, hein, c'est pas forcément bon d'essayer d'interpréter les réactions des autres et d'interpréter ce qu'ils peuvent avoir en tête, mais je suis convaincue qu'elle avait en tête que peut-être nous maltraitions notre fils et que c'était des marques de, je ne sais pas, peut-être de brûlures de cigarettes, j'en sais rien. Je lui ai expliqué de quoi il s'agissait, mais j'ai senti qu'il y avait cette méfiance dès le départ. Quand on n'est pas en confiance avec le personnel soignant, ça ne peut pas fonctionner. Votre enfant sent bien de toute façon qu'il y a une rupture de confiance entre le médecin et vous, et ça n'est pas bon pour son traitement médical. Alors parfois on fait avec. Si c'était l'un des médecins de l'hôpital spécialiste de la maladie de Lyme, chez qui je ressentais cette méfiance, eh bien je serais passée outre de toute façon pour le bien de ma fille. Mais ça peut être il peut y avoir des circonstances assez délicates. Par ailleurs, il faut savoir que l'instruction est obligatoire à l'hôpital, comme partout ailleurs. Donc si votre enfant reste un certain temps à l'hôpital, il va avoir des cours donnés. Il y a dans les services de pédiatrie, quelqu'un qui vient donner des cours tous les jours. Et là aussi, le dialogue risque d'être compliqué si vous devez passer donc plus de temps à l'hôpital avec la personne qui donne les leçons. Et qui aura peut-être à cœur de prouver que vous ne faites pas du bon travail à la maison. Bref, les relations risquent d'être délicates. Je connais aussi quelqu'un qui a dû passer, je crois que c'était 1 mois à l'hôpital avec son fils, pendant lequel il a donc eu des leçons. Et peu de temps après, ils ont reçu la visite d'une assistante sociale et il y avait eu un signalement de fait. Il faut savoir que les médecins, évidemment, le personnel soignant a un rôle particulier de veille et ils sont invités à signaler tous les cas possibles de maltraitance ou de mauvais soins des enfants. Là, en l'occurrence, dans cette famille, il n'y avait évidemment aucun cas de maltraitance, mais simplement, je vous dis évidemment parce que je connais très très bien cette famille, mais il se trouve que probablement la dame qui donnait les leçons s'était montrée inquiète. Et alors même que les inspections avec l'inspecteur d'académique se passaient très bien et que l'enfant faisait d'énormes progrès et progressait de façon tout à fait normale, elle avait envoyé ce qu'on appelle une information préoccupante au service de l'enfance, services départementaux de l'enfance et d'action sociale. Ça peut arriver. Donc je ne vous invite pas non plus à devenir paranoïaque, à vous méfier de tout et de tout le monde, mais simplement sachez que ça peut arriver. Et en l'occurrence, l'assistante sociale est allée dans la famille, elle a pu voir la famille chez elle, les parents, les enfants, et elle en a conclu que tout allait bien. Ça n'est pas allé plus loin. Mais parfois, les choses sont un peu plus compliquées. Et à partir du moment où une information préoccupante a été envoyée, il peut parfois être difficile de se sortir d'une enquête sociale. Donc tant que la question ne se pose pas,
et que vous pouvez l'éviter, autant éviter de parler de l'instruction en famille. Ça peut éviter des déboires. Voilà donc mes conseils. Je vous les récapitule très vite, mes 8 conseils. Première chose, si vous allez aux urgences, pensez au côté pratique et à emporter de quoi manger, de quoi boire, de quoi vous occuper. Deuxièmement, attention à vos propres émotions qui vont être absorbées par votre enfant. Troisième conseil, si le séjour se prolonge, du coup, il va falloir que vous preniez soin aussi de vous et que vous trouviez des moments pour vous régénérer parce que vous allez subir beaucoup émotionnellement. Émotionnellement, c'est dur. Quatrièmement, nous avons fait un peu le tour de ce que vous pourriez prendre avec vous si le séjour se prolongeait à l'hôpital. Un nécessaire de toilette, des vêtements, éventuellement des choses à manger que votre enfant aime, des jeux libres, peut-être un nouveau magazine et surtout quelque chose qui les fasse se sentir comme à la maison. Et puis n'oubliez pas de penser à vous aussi. 5e conseil, pendant les soins, alors essayez d'anticiper avant les soins pour expliquer à votre enfant comment ça va se passer, ou demandez au médecin d'expliquer et ou de montrer ce qu'il va faire sur le doudou ou sur le papa ou la maman. 6e conseil, lorsque vous devez empêcher votre enfant de bouger pour que le personnel soignant puisse réaliser un soin, vous pouvez mettre votre bébé au sein ou le tenir sur les genoux et dans vos bras. Vous pouvez aussi chanter ou raconter une histoire si votre enfant est plus grand. Conseil numéro 7, essayez de toujours rester avec l'enfant. Et si ce n'est pas le cas, prévenez-le et prévenez le personnel soignant, ou alors faites ça pendant son sommeil en prévenant le personnel soignant. Non, c'est aussi prendre un risque, évidemment. Et dernier point, si vous pratiquez l'instruction en famille, restez peut-être aussi discrète que possible là-dessus, à moins qu'on vous pose la question frontalement. Et enfin, ce n'est pas vraiment un conseil, mais plutôt un changement de perspective. Je sais que c'est difficile. Je compatis si jamais vous devez aller à l'hôpital et que vous réécoutez ce podcast. Essayez malgré tout de voir le côté positif. Si vous êtes à l'hôpital, c'est pour que votre enfant soit soigné et aille mieux. Il va être soigné et il va aller mieux, normalement. Dites-vous aussi que c'est l'occasion d'approfondir et d'enrichir votre relation. Nous avons passé une semaine de très grande proximité avec Aliénor. Je dormais à côté d'elle, ce qu'elle a beaucoup aimé. J'avais un matelas, un lit dépliant sur le côté de son lit. Et l'enfant et nous pouvons en sortir plus forts, avec une relation renforcée et encore plus belle et plus riche. Et puis pour moi, personnellement, eh bien, ça a été l'occasion de partager tout ça avec vous. Et peut-être de vous éviter quelques difficultés si vous vous retrouvez un jour à l'hôpital avec votre enfant. Voilà pour aujourd'hui. Si vous avez aimé ce podcast et que vous aimez de manière générale les épisodes de ce podcast, ça me ferait très plaisir que vous mettiez un avis sur iTunes si vous avez un appareil Apple et sur Apple Podcast si vous avez un appareil Apple et sur iTunes si vous avez autre chose, si vous n'avez pas d'appareil Apple. Ces avis permettent au podcast de se faire connaître et pour moi c'est le meilleur moyen de savoir si je suis sur la bonne voie, si ce que je partage avec vous est utile ou non. Et donc si ça vous a été utile, ça me ferait très plaisir de le savoir. Je voulais vous lire et remercier en particulier Agnès Déa qui a laissé justement cet avis. Bravo, podcast passionnant avec toujours de bons conseils. Je ne connais pas Anne-Laure, mais je suis impressionnée depuis longtemps par son professionnalisme, autant dans les mails, les vidéos, les webinaires que maintenant dans ce podcast. Merci beaucoup Agnès. Voilà un retour qui fait vraiment plaisir justement et qui me montre que je ne suis pas juste toute seule derrière mon micro et qu'il y a des gens qui écoutent. Et ça c'est précieux. Alors merci à vous d'écouter, je vous souhaite une bonne journée, votre petite sourisette, Anne-Laure.